Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. À notre dernier rendez-vous, j'avais annoncé que nous inviterons le ministre et délégué aux anciens combattants qui a entre autres aussi dans ses prérogatives la gestion de la démobilisation pour que nous puissions parler des efforts de restauration de la paix pilotés par le président de la République et les gouvernements, spécialement dans la périphérie de Kinshasa avec les phénomènes Mobondo qui touchent à la fois la ville-province de Kinshasa, les provinces du Congo central et du Maïndombe. Nous aurons l'occasion, au travers de cet exercice de redevabilité, avec le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tambouemposhi, qui aura l'occasion de nous faire le point de progrès qui ont été enregistrés, mais aussi des défis qui demeurent, parce qu'il en reste encore des défis, mais parce que nous avons l'occasion de l'avoir, et vous savez que le président de la République tient particulièrement, non pas seulement à la montée en puissance de nos forces armées, mais aussi à mobiliser toutes les ressources de l'État, y compris pour ceux qui sont sortis de l'armée, les anciens combattants, comme on les appelle couramment. Et Monsieur le ministre Eliezer Tamboué en a la charge, et d'ailleurs, parmi les premières actions entreprises par lui, c'est de faire passer justement à l'Assemblée nationale la loi portant statut des anciens combattants. Peut-être, Monsieur le ministre délégué, avant que nous ne puissions parler de l'opération de pacification des restaurations de la paix, notamment dans les périphéries de Kinshasa, je voudrais peut-être que vous puissiez nous faire plus ou moins le tour de la loi et de votre département. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un général qui m'a dit la question des anciens combattants n'avait pas été suffisamment prise en charge par les passés, mais que là, depuis votre nomination par les présidents de la République et la première ministre Judith Souminois, la question elle est bien prise en charge, et il y a beaucoup plus de choses qui se font aujourd'hui pour honorer ceux qui se sont engagés pour la patrie et donner une indication que ceux qui s'engagent dans l'armée, la République ne les oublie pas. Bonsoir, Monsieur le ministre et délégué, et bienvenue, parce que c'est votre première fois dans cet exercice de redevabilité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Merci pour l'invitation. Je remercie également mes anciens collègues journalistes qui sont aujourd'hui en face de moi, à qui je vais me soumettre tout à l'heure pour cet exercice de redevabilité, comme vous l'avez dit. Je tiens ici à souligner que nous avons aujourd'hui au gouvernement, depuis que le chef de l'État nous a fait confiance, nous avons totalisé une année. Il a pris au commandant suprême de nous confier les départements des anciens combattants. Et ensuite, par son ordonnance du 15 décembre 2025, le chef de l'État nous a confié la démobilisation des armements et réinsertion. Voilà pourquoi nous sommes tantôt avec les anciens combattants, tantôt dans des brousses pour chercher quelques compatriotes qui se sont égarés par rapport à la loi. Voilà, depuis que nous sommes là, nous avons trouvé le secteur, comme vous savez, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, je suis le 4e ministre délégué. C'est un poste qu'on détache par moment et qui revient de temps en temps au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Je peux rappeler ici que le tout premier ministre délégué, c'était le maréchal Mobutu en 1960. Le deuxième, c'est Irung Awaza, avec l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Le troisième, c'est Sylvain Mutombo, et lors de l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Et le quatrième, c'est votre serviteur, qui a été nommé ministre délégué pour s'occuper des anciens combattants. Alors, depuis 1960, les anciens combattants sont des fois dilués dans le militaire actif. Ils n'ont pas une législation propre à eux-mêmes et ils sont confondus parfois à d'autres catégories de personnes, alors que le militaire, départ depuis leur recrutement, ont leur régime propre. Voilà pourquoi le militaire en République démocratique du Congo ne sont pas des salariés, ils touchent les soldes. Mais ils sont des fois confondus par d'autres catégories de personnes, alors qu'ils méritent
vis-à-vis de la République, l'honneur et la reconnaissance. Nous avons trouvé beaucoup de dossiers et nous avons initié d'abord l'identification des anciens combattants parce qu'on ne peut pas servir les gens si on ne connaît pas leur nombre. Nous avons initié l'identification de leurs biens, identification, récupération, valorisation et sécurisation des biens des anciens combattants. Une décision qui a été prise en Conseil de ministres. Nous avons travaillé là-dessus, on a fait le tour de la République et nous continuons avec cette opération. Nous avons également initié la cantine populaire pour les anciens combattants, mais également les soins de santé à domicile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Entre-temps, nous nous battons pour d'autres secteurs. Mais ça, ce ne sont que des actions que nous avons initiées. Nous avons estimé nécessaire que cette catégorie de personnes soit reconnue sur le plan légal et qu'ils aient leur propre loi. C'est comme ça que nous avons initié le projet de loi portant statut des anciens combattants. Et je dois profiter de ces micros pour remercier les honorables députés nationaux qui ont vraiment réussi, qui ont déclaré recevable ce projet de loi et que nous attendons que la commission mixte puisse finir à toiletter et que ça aille au niveau de la deuxième chambre du Parlement. Et autre chose, autre question, c'est la question qui préoccupe beaucoup de Congolais, la question de Mobondo. La question de Mobondo, je ne suis pas ministre de Mobondo. Je venais de le dire ici que je suis chargé de la démobilisation, des armements et réinsertion. Et que le Mobondo n'est que l'une des actions que nous allons devoir mener selon les prérogatives nous confiées par le commandant suprême. Et comme vous savez, il y a eu plusieurs initiatives qui nous ont précédés et que le conflit entre les Téké et les Yaka, c'est un conflit qui a commencé en 2022 et toutes ces initiatives qui sont du reste complémentaires ont été initiées par le chef de l'État lui-même, voulant vraiment que la paix puisse revenir. Et en novembre 2025, il a pris au commandant suprême de nous confier la mission de nous occuper de cette question de Mobondo. Alors, nous nous sommes lancés et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes et nous continuons à travailler pour que la paix revienne totalement dans cet espace. Alors, le sens de cet exercice, justement, Monsieur le ministre délégué, avant que nous ne puissions répondre aux questions des médias, c'est de nous dire où est-ce que nous en sommes. Parce que régulièrement, en Conseil de ministres, vous complétez le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Nous parlons régulièrement de la situation à Kwamut, Congo central, périphérie de Kinshasa, où vous venez nous parler justement des efforts qui sont consentis avec des noms américains, Ngweme, de noms. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la situation, par exemple, dans le plateau de Bateki à Kinshasa aujourd'hui? Oui, la situation, je peux dire qu'il y a eu une évolution positive, comme vous le savez, parce que la RN1 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. La RN17 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. Comme vous savez, déjà quand le chef de l'État était à la conférence de gouverneurs à Bandundu, il a promis qu'on devrait reprendre les travaux de réfection de la route de la nationale numéro 17. Donc, nous avons réussi à bénéficier de la confiance et des compatriotes qui étaient dans les phénomènes. National numéro 17, ça traverse quelle province? Ça va de Mongata jusqu'à Bandundu. D'accord. Oui. Alors que la RN1, c'est celle qui va vers Tikapa, Mbujima jusqu'à Lubumbashi. Alors, nous sommes allés, d'abord, on a effectué plusieurs missions. La première mission, nous sommes partis de Kinshasa, on a pris Mongata, et nous sommes arrivés à Massambio. Massambio, nous sommes allés à Ibi et jusqu'à Bethany et Tumbanangwaka. Lors de cette mission, nous avons sorti plusieurs leaders Mobondo. Et il y a, je ne sais pas citer leurs noms ici parce qu'ils sont très nombreux, peut-être au cours des questions, nous allons devoir répondre. Mais sinon, à ce stade, nous avons, je peux dire que nous avons plusieurs villages ont été pacifiés, je ne sais pas. Ici, j'ai fait un résumé de ces 32 villages. Donc,
Vous ne pourrez peut-être pas nous les citer tous. Oui, je ne peux pas citer tous. Et à Maluku, nous avons les Karo, Kimpeti, Soalempo, Ndakwapembe, tout ça. Vous allez du côté d'Oumi, bon, c'est toujours Maluku. Nous avons du côté Mankana, Iyo, et puis les cités qui sont là. À Mongata, nous descendons. Et puis Ngana Bangala. Donc, bref, on était dans les Kwango, on était dans le Maïndombe et à Kinshasa pour la pacification. Je ne peux pas estimer, sinon je vais dire des mensonges. Je ne peux pas dire combien d'armes ils ont ou combien d'armes encore qui restent en brousse. Je me contente de vous donner le nombre d'armes que nous avons récupérées. Et les autres armes, je ne sais pas vous les dire, s'il y en a, s'il n'y en a plus, je ne sais pas. La question de Cobra. Cobra, je ne peux pas dire qu'il en cavale. Cobra, nous connaissons là où il est. Il est dans un coin. Comme nous sommes dans un processus de pacification, nous sommes en train d'utiliser la même méthode que nous avons utilisée avec les autres pour qu'il puisse se rendre. Tout simplement ça. Il ne peut pas défier. L'État, on ne le défie pas. Je ne connais personne à travers le monde qui a vaincu éternellement l'État. Savimbi était ici. Et plus tard, il a été tué par l'État. Donc, nous sommes en train d'aller sur cette procédure-là et qu'on ne vous trompe pas, parce que même lui, Cobra, là où il est, personne ne va vous dire que depuis que nous avons commencé ce processus, continue à poser des actes de Mobondo. Non, il est là en train de faire ses champs. Mais ce que nous voulons, nous en tant que l'État, est qu'il puisse se rendre. Les lignes rouges sont connues, nous. En tout cas, il n'y aura aucune forme de concession sur un seul millimètre carré de notre territoire, c'est connu. Il n'y a plus question de laisser nos ressources minières être pillées, plus question du tout de faire une quelconque de concession ou de compromission avec ceux qui massacrent nos populations. Ici, il faut savoir que nous sommes dans 3 processus, je dirais. Nous avons les processus avec le père, comme j'explique souvent, à Washington, où nous avons un accord et où dans cet accord, la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale, où toutes nos lignes rouges ont été prises en compte. Si ce n'était pas le cas, vous n'alliez pas voir alors le président rwandais dénoncer cet accord en les considérant comme un piège, parce que nos négociateurs à l'époque avaient tenu compte de tout ce que le président de la République avait donné comme orientation précise sur l'issue que nous souhaitions de la discussion avec le Rwanda dans le cadre du processus de Washington. Et aujourd'hui, l'accord de Washington permet par exemple aux médiateurs américains d'utiliser d'autres leviers, notamment ceux de sanctions, pour que le Rwanda respecte l'accord qu'il a librement souscrit devant le président américain. Et donc, pour nous, nous sommes dans ces processus-là où nos lignes l'ont été. La discussion avec le fils à Doha, je rappelle que la discussion à Doha a pour objectif de mettre fin à l'existence du fils dans la forme actuelle. En tout cas, lorsqu'on aura fini avec tout ce qu'on a prévu comme protocole dans les cas de l'accord cadre, les supplétifs de la nature qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'auront plus. Et on a, de ces points de vue, fait une évolution. Il y a quelques jours, vous avez suivi qu'il y a des prisonniers qui ont été restitués ou qui ont été rendus aux supplétifs à Goma, parce que nous sommes déterminés à respecter ce que nous avons signé. C'est dans cet ordre-là que nous avons aussi envoyé nos officiers dans le cadre du mécanisme justement de vérification des cessez-le-feu, même si par de subterfuges, ils en ont expulsé un, mais nous n'avons pas voulu, nous, être un point de blocage pour un point que nous considérons essentiel. N'oublions pas que l'objectif pour nous ici, c'est de desserrer les taux sur nos populations, de mettre fin à la gouvernance par crime, d'obtenir les retraits de troupes du père, donc le Rwanda, mais aussi la cessation de toute forme de soutien au fils M23. Et donc, de ces points de vue, nous sommes dans 2 processus qui viennent donner une réponse à la dimension sécuritaire de la crise. Il ne faut pas oublier
que la crise est d'abord sécuritaire. Et pour ça, les processus de Washington et des Doha ont déjà, sur papier, prévu les voies qui vont nous permettre d'en sortir. Ensuite, vous avez le dialogue voulu par le président de la République. Le président de la République qui l'a toujours dit. Mais attention, nous voulons dialoguer ensemble pour créer un front commun contre l'agression. Parce que s'il y a bien un point sur lequel tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont unis, c'est qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser les troupes rwandaises sur notre sol. Nous avons une menace extérieure et pour traiter cette menace extérieure, on a besoin de tous les fils. Mais attention, on n'a pas besoin des fils complices, ou tout au moins, s'ils peuvent passer par la case repentance et suivre la voie tracée par les cardinals qui a nommément désigné l'ennemi, nous serons, nous, en possibilité de progresser. Parce qu'ici, l'objectif, justement, c'est de créer ces fronts intérieurs autour du rempart. Le rempart contre toute intention, toute velléité de balkanisation, c'est les présidents de la République. Et pour ce qui nous unit tous, pour l'intégrité territoriale, tous les Congolais doivent être réunis. C'est l'objectif qui sera poursuivi dans ces dialogues-là. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On ne va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne peut pas, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Il y a des choses à régler parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République. On va prendre les questions de M. Éric Izami. Oui, nous sommes au courant des quelques... Vous savez, les militaires n'ont pas été formés pour garder la population et rester avec la population. C'est le travail de la police. Et chaque fois qu'il y a les militaires dans un coin, il y a toujours quelques plaintes ne manquent pas. C'est comme ça que j'ai dit à nos compatriotes qui sont dans ces coins-là que c'est le moment de tout faire pour que nous puissions petit à petit récupérer le militaire que nous avons besoin à l'est du pays et laisser revenir la police. Ce n'est que la police qui sera en mesure de rester bien avec la population. Des petites tracasseries, je sais qu'il y a des petites tracasseries, des fois des demandes de 1000 francs à des barrières, des fois ça dégénère, des fois vous pouvez prendre que non, on a tapé sur tel. De l'autre côté aussi, on m'a fait rire par quelqu'un qui me disait que, et je crois que le ministre va se rappeler que j'avais même demandé ça. Dans un coin, on trouve que ceux qui sont mieux payés, ce sont les militaires. Quelle est la conséquence? À la fin du mois, comme les militaires sont bien payés. Donc, toutes les femmes ont tendance à regarder vers le militaire. Et ça crée des problèmes entre les hommes et les militaires. C'est comme ça qu'il y a aussi des fois d'exagération, parce qu'il y a un problème de jalousie. Je me rappelle, je suis allé à Kipongi, oui c'était à Kipongi, j'ai dit aux gens, en route quelque part, j'ai dit aux gens, voilà, je vais tout faire comme ça, comme nous avons sorti les leaders Mobondo qui étaient dans le coin, je vais envoyer le militaire pour essayer de vérifier s'il y a encore des armes. Non. On ne veut pas que les militaires viennent parce qu'ils viendront prendre nos femmes. Donc, c'est ça. Au point où je me disais, fallait-il diminuer les soldes que nous donnons aux militaires, comme ça ils seront égaux, ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter que
et cela ne puisse arriver. Donc, il y a d'un côté, oui, il y a dérapage de la part de quelques éléments de l'armée, mais également il y a l'exagération basée sur la jalousie. Parce qu'il y a les gens qui pensent que même les jeunes filles de coin ont tendance à ne plus le regarder. Ils regardent le militaire parce que les militaires, au moins chaque fin du mois, il est bien, contrairement à ce qui se dit dans l'opinion, comme quoi les militaires ne touchaient pas leur solde comme il se doit. Bon, écoutez, d'abord, je voudrais rajouter un petit commentaire sur ce que mon collègue disait tout à l'heure pour rappeler impunité zéro. Lorsque le président de la République l'a dit, il est engagé pour la justice, ça veut dire que ce soit dans nos rangs, s'il y a des militaires qui débordent ou qui dérapent, dans les cadres justement de ce que nous faisons comme opération de pacification en Ituri, évidemment, ils seront exposés devant l'auditorat pour que les conséquences puissent en être tirées. Parce que l'armée, justement, c'est ces corps qui doivent être parfaitement exemplaires. Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet, effectivement, je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction, notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté, mais nous savons que cette déclaration n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais, parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc, je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler à leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière le président de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui sont désolidarisés, qui contribuent à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23.
c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twirwaneho, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civils, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Voilà. Monsieur le ministre, pour les questions qui vous concernent. Voilà, merci. Mais avant de répondre à la question qui me concerne, je peux vous rassurer que pour faire le briefing ici, à tout moment, il peut le faire. Parce qu'il y a les véhicules qui quittent ici, qui vont à Bandundu-Ville, qui ne sont pas inquiétés. Il y a quelques-uns d'entre vous qui sont allés à Bandundu par route. Ils n'ont pas été inquiétés. Oui, évidemment. Alors, à combien plus forte raison si le gouvernement aujourd'hui décidé d'aller faire des briefings au niveau des Massiambio, par exemple, au niveau du Canada, par exemple. Canada. Oui, au niveau... Alors, il y a toujours la possibilité d'aller faire... Il n'y a plus rien. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a plus de peur que de mal. Ça, je voulais compléter la réponse du ministre. Bon, l'armée qualifie la milice Mobondo d'une rébellion. Bon, c'est une question de concept, en fait. Chacun, je ne sais pas d'abord, quand on parle de l'armée, c'est qui a déclaré, qui a fait quoi. Bon, c'est aussi la question qu'on pose à l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Est-ce que c'est la rébellion? Est-ce que c'est la guerre? Et c'est une mutinerie? On peut poser toutes ces questions-là. Mais moi, c'est que je sais qu'il y a les gens qui ont pris les armes. Et donc, c'est un conflit foncier qui a dégénéré, où les gens sont arrivés à prendre les armes. Ils se sont entretués et puis ils se sont opposés à l'armée régulière. L'armée, on ne doit pas arriver à une conclusion. Encore une fois de plus, je l'ai dit, c'est un processus. Il ne faut pas qu'on prenne la place des autres. Ici, et d'entrée de jeu, je vous ai dit que je ne suis pas ministre délégué près de tout. Non, je suis ministre délégué, mais j'ai un département que je peux engager, que je peux défendre. Mais c'est l'action gouvernementale, nous sommes ensemble, mais dans la complémentarité, le moment viendra, peut-être qu'on donnera une qualification que je ne vais pas peut-être donner ici. Alors, la justice transitionnelle, oui, dans ce conflit, et on en arrive toujours dans l'évolution de la société. Il y avait, vous savez que les sociétés ont évolué avec la justice pénale, où il y a deux principes. La responsabilité d'un côté, et je crois la culpabilité de l'autre côté. Bon, mais maintenant, si nous sommes dans cette position, vous allez trouver que quelque part, dans l'évolution de la société, on a estimé que oui, la justice pénale, on tranche les choses, mais les gens ne se parlent pas, les gens ne se réconcilient pas. C'est comme si on est en train de diviser. À un moment donné, quand ça concerne une communauté, c'est là qu'on parle de la justice transitionnelle. Ça concerne des communautés, oui ou non? J'ai dit ça concerne des communautés. La justice transitionnelle, oui, on va y arriver. Parce que c'est un processus, comme le ministre a posé la question, si les communautés ont commencé à se parler. Nous sommes en préparatif d'un forum de dialogue où les gens doivent se parler. Je vis par moments à créer des agitations aux tireurs de ficelles ou à ceux qui se nourrissent des conflits, qui n'ont pas d'autre discours à défendre. Mais on doit arriver à un forum de dialogue où les gens doivent se parler, les gens doivent se réconcilier, et voilà. Donc, la justice transitionnelle en question, c'est la recherche de la vérité, mais aussi s'occuper des victimes, pour que ces victimes-là, qui aient réparation. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'il y ait... C'est là qu'on parle de la vérité et réconciliation. Donc, nous sommes dans ce processus et on va y arriver. Mais il y a un exemple que je peux donner, les conflits Mbolé-Lengola, lorsque nous sommes partis pour le Conseil de ministres dans la province de la Chopo, les présidents de la République avaient reçu les communautés. Aujourd'hui, le VPM intérieur avait présidé l'organisation d'un dialogue, d'une initiative qui a conduit aujourd'hui à la restauration de la paix entre communautés. La ministre des Affaires sociales était avec nous ici au dernier briefing. Il disait justement qu'il y a des projets notamment de construction des maisons, parce qu'il faut comprendre que nous avons un pays qui a beaucoup de communautés,
Mais il y a un trait d'union entre toutes ces communautés, c'est que nous aimons notre pays. Évidemment, entre communautés, il peut toujours y avoir de conflits. La question, c'est comment on les résout. Et aujourd'hui, à travers les efforts du gouvernement portés par les ministres et délégués, là où on ne pouvait plus avoir des véhicules circuler, les véhicules circulent, l'activité économique a repris. Il faut s'assurer maintenant que cela soit consolidé. Et je pense que ce sont les efforts qui sont en cours de déploiement. Nous parlons en termes de retour encadré. Des retours encadrés parce que ce sont les gens qui se sont battus, qui ont connu des problèmes. Si l'État n'encadre pas leur retour, ça va créer un autre conflit. Parce que dans les zones où ils étaient, d'abord, ils n'ont plus d'habitation pour la plupart. Les maisons ont été démolies. Il faut que nous, en tant que l'État, que nous puissions organiser tout ça pour que ça ne puisse pas créer encore un conflit à leur retour. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je venais de le dire que tout cela sera précédé par les forums de dialogue que nous comptons organiser pour que les communautés se parlent. Si les communautés ne se parlent pas à leur retour, il y aura toujours des petits soucis. Comment nous faisons pour que la situation ne puisse pas encore revenir? C'est ça la deuxième question. Donc, nous avons tous les outils nécessaires. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de ces dialogues. Nous prenons des précautions parce que si vous regardez la question qui a opposé et qui a créé, qui nous a mené à autant de morts, c'est un petit problème que les gens devraient résoudre. Et nous essayons de les faire voir que la guerre ne construit pas. Ils sont aujourd'hui en retard par rapport à tous les programmes du gouvernement. Vous avez besoin des écoles, mais on ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des routes, on ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des hôpitaux. Tout ce qu'il y a comme programme du gouvernement, on ne sait pas le faire parce que seulement il y a eu l'insécurité. Même quelques intervenants, quelques partenaires qui passaient dans le cadre humanitaire, la plupart d'entre eux confectionnaient leur rapport ici à Kinshasa, personne ne s'est rendu là-bas parce que tout le monde a peur de la mort. Alors, nous sommes en train de travailler, pas seulement de les sortir de la brousse, mais également de les conscientiser. Et nous conscientisons tous les acteurs à ces phénomènes-là. Est-ce que l'aide arrive, c'est ça? Si l'aide arrivait aux déplacés. Bon, la question de l'aide, je pense qu'avant moi, il y a eu la Mineta Affaires sociales, n'est-ce pas, ici? Bien sûr. Alors, je pense que c'est une question normalement qu'il fallait... Je l'ai dit encore une fois de plus que je ne suis pas ministre délégué près de tout. Alors, je sais que je fais et d'autres services viennent par la suite. Alors, cette question ne relève pas de mes compétences, mais ce que je sais que chaque fois que nous allons en brousse, parce qu'il y a la misère, il y a la pauvreté, ce sont les gens qui ont fait 4 ans sans voir aucun véhicule qui vient d'ici, et ils vivent dans des conditions très difficiles. Nous apportons quand même de petites choses, comme les pagnes, les habits, les savons, du sel, ainsi de suite, pour aider cette population-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais sinon, les détails, ça relève de la compétence de la Mineta. Et Jérôme, quelles sont les avancées par rapport aux militaires? C'est ça sur terrain. Bon, vous savez, on ne doit pas... il y a eu des opérations militaires avant, mais il a appelé au commandant suprême de dire que non, voilà, on stoppe l'aspect militaire, on va avec un autre moyen de sensibilisation. C'est comme ça que nous sommes allés. Nous, on ne mène pas les opérations militaires. Et les opérations militaires ne relèvent pas de nous. Ça relève du VPM Défense. Nous sommes allés là-bas, c'est pour la démobilisation, le désarmement, mais aussi la réinsertion. Nous leur parlons, c'est comme ça qu'ils sont en train de sortir. Mais sinon, les opérations militaires, nous avons estimé que... Parce que je peux parler des ordonnancements. Les ordonnancements, quand on parle des ordonnancements imposés, ça a toujours été fragile. Vous allez voir, dans tous les pays du monde, là où la guerre a commencé, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, vous allez trouver qu'au finish, les gens se mettent ensemble, ils se parlent. Les armes ne résout rien. Vous allez voir, même là où on peut dire que non, voilà, on va prendre 2 jours, mais ça peut vous prendre 1 année. Alors, c'est là que les juristes, je n'ai pas emprunté ce que les juristes disent, qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire,
Moi, je compare les procès ici par rapport à la voie des arbres. Et vous allez prendre beaucoup de temps et à utiliser les cartouches. Mais les cartouches là ne sont pas, on n'a pas encore réussi à coder les cartouches pour que les cartouches ne peuvent atteindre que la personne concernée. Donc quand les cartouches viennent, des fois les innocents meurent pour rien. Alors, et là, l'aspect militaire, nous avons estimé que les militaires, oui, nous travaillons avec les militaires pour nous accompagner. Mais les militaires ne mènent plus les actions militaires. Tout comme du côté Mobondo, même quand on parle de quelques personnes qui sont encore là, en brousse, ne posent plus des actes de Mobondo. Ils ont juste peur de sortir, croyant qu'ils peuvent répondre de leurs actes un jour. Donc, voilà. Rachel, question à Cobra, Balobiazo défié, et puis il faut beaucoup ça la nengenin. Tout cet engagement qu'on a, par exemple, sur le front judiciaire, ces dialogues-là, justement, c'est des dialogues où, entre Congolais, on doit se dire que l'équipe intégrité territoriale est zatée. Bisonyo sonasima mokundi. Tosili samakambo ya banguna. Je crois que les principes fondamentaux, et c'est même là le sens de l'engagement du président de la République. Il aurait pu être complaisant, on a vu ça ici, mais il a fait preuve d'un tel engagement qui a réveillé les Congolais du monde entier. Peut-être que parce qu'on est ses contemporains, on ne sait pas voir la puissance de sa position, mais là, nous sommes en train d'aller vers une fin de ces aventures qui ont duré quand même 3 décennies, 30 ans. Et je crois que tous les Congolais qui sont patriotiquement congolais ne peuvent que répondre à l'appel du président de la République. Comme je l'ai dit souvent, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher notre fermeté, notre volonté et notre refus d'une quelconque forme de compromission avec ceux qui tuent le Congolais, avec ceux qui pillent nos ressources. Et je crois que de ces points de vue, c'est l'esprit qui va guider les travaux. Évidemment, il y a des sujets qui pourront être abordés d'une manière ou d'une autre, mais l'objectif principal là, de ces dialogues, c'est de faire un front intérieur pour que tous les Congolais, ensemble, nous puissions nous organiser pour sortir de notre territoire l'ennemi et de régler nos problèmes entre nous. Alors, à la question de Serge Seka. Écoutez, je crois qu'au dernier briefing, j'avais lancé une mise en garde. Et soyez sûrs que l'État va s'assumer. L'État congolais s'assumera pour que nous puissions protéger nos enfants, pour que nous puissions protéger nos valeurs, pour que les réseaux sociaux ne servent pas à partager ce que nous ne sommes pas. Nous avons tous été éduqués dans ce pays pour la plupart. Nous avons des valeurs que nous avons apprises parce que nous tous nous sommes pratiquement sortis des écoles chrétiennes. Il ne faudrait pas qu'un petit nombre de ceux qui dérapent se fassent tellement entendre pour qu'on pense que c'est ça qui définit les Congolais. Nous disons non, nous condamnons ces comportements et comme je le disais, toutes les structures de l'État vont être mises en contribution, la justice, ici, à l'extérieur, pour que tous ceux qui sont auteurs de ces déclarations puissent en répondre. Et soyez sûrs qu'il y a une action musclée aussi qui va aller dans les sens justement de ces plateformes pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, ces types de débordements ne se reproduisent. Alors, votre question me dérange un peu, ou votre suggestion. On ne peut pas créer un fonds pour soutenir ceux qui font leur travail comme ils devraient se faire. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes tenté par l'insulte. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes régi par un code. Vous ne répondez pas des mêmes règles. Vous avez été à l'université, il y a un code d'éthique et de déontologie. On a fait la loi, mais c'est peut-être le fait que vous ne vous mobilisez pas assez qu'il y a ces dérapages. C'est peut-être le fait que vos voix ne sont pas suffisamment entendues. Et donc, moi, je jette la balle dans les camps de professionnels des médias, des journalistes, parce qu'au départ, même si nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent de nous informer,
mais les informations ne deviennent véritablement informations que lorsqu'elle est confirmée par les professionnels des médias. Et de ces points de vue, nous savons ce que notre code d'éthique nous dit. Pas d'insultes, pas de calomnies, pas de manipulations. Et vous devez les rappeler d'ailleurs. Nous, au niveau du ministère de la Communication, on travaille sur une campagne justement sur l'hygiène des réseaux sociaux. Nous espérons que les journalistes vont nous appuyer à titre gracieux parce que nous devons tous travailler à protéger ce que nous avons de plus précieux. Bon, à la question de Madame Rachel, vous savez, nous avons une première ministre qui est femme d'ailleurs. Ça veut dire que le président de la République est champion de la masculinité positive. J'ai parlé tout à l'heure de tous ces cas de violence que subissent nos populations dans la partie. Et je pense que la première chose que nous devons rétablir, c'est la paix. Naroya na mutuna no na lingala. Po lingi lingala. Namboko Abisso, président, Union africaine va consacrer champion à masculinité positive. Ça veut dire bana mobali oyo asalaka promotion ya bana basi. Lelo tozana premier ministre à Mwasi. Eloko amutu ya obiso ifoto sala awa. Eza kozongisa kimia. Et waneza engagement quotidien ya président de la République. Nazaki kolobango na français awa. Et donc oyo nyo se touchaka Mwasi. Et touchaka biso po tozana basi, tozana bana, tozana ba maman. Je pense que biso nyo son réflexe à mobile nyo so liboso c'est de s'assurer que na protéger. Eza peka ka ko protéger te. Eza ko promouvoir. Yango président de la République a ça pe biso na bolandi ya président de la République to travaillaka, nous avons des femmes ba conseillères, tozana femme DG na RTNC pour que la femme à l'égal de l'homme y ait pas même ma compétence ne moke ken liboso. Na rosilisa na motuna ya Fabrice. Ce que signé en pétition te na rosenga na antenne bazume to pe balaksa on a ba obanandako. Pétition yangoyo. Makambo tolobi ya basiawa. Makambo tolobi ya kozongisa kimia. Biso tozana nzela. Tosala Fonarev mundela tinda bisote. Ezaka initiative portée par le couple présidentiel. Lelo tosale la ramakoki oebi makana kita na biso. Topé na mbongo ba mine. Poto réparer bao bazaki ba victime. Peto s'assurer que justice est salama. Je crois que Félix Matu dialogue avec justice transitionnelle et zappé ba composante au biso tozo salela. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, vous êtes priés de scanner et de signer la pétition pour rejoindre la grande dynamique portée par la Première Dame pour que nous puissions obtenir la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.